Alors, nous allons commencer. Nous avons je dirais, l'un des meilleurs panels, des meilleurs sujets. La France est-elle prospère? Donc, on est vraiment en plein cœur de l'actualité. J'aimerais juste, on a un panel d'exception pour en parler. J'aimerais juste introduire le thème avec mon expérience de journaliste. Je sors d'une campagne, enfin de couvrir la campagne présidentielle, et moi, ce qui me frappe, c'est que cette question, elle dépend beaucoup, enfin la réponse dépend beaucoup de là où on se trouve, en fait. Et à Aix, c'est quand même luxe, calme et volupté, et on a l'impression, on a l'impression de vivre dans une ville prospère. Quand on est à Hénin-Beaumont et qu'on s'appelle Catherine et qu'on a 45 ans et qu'on est serveuse au Café de la Paix et qu'on enchaîne 2 boulots par jour et qu'on a du mal à tenir les fins de mois, ou Dino, son patron, qui est fils de mineur italien et qui était ancien instituteur et qui a repris ce café à Hénin-Beaumont, on a une toute autre vision de la prospérité en France. Et donc, pour parler de tous ces sujets, on a un panel très, très intéressant parce que très varié. Nous avons l'éminent membre du Cercle des économistes, Patrick Artus, qui va nous établir le diagnostic. À sa gauche, Antoine Frérot, PDG de Veolia et président de l'Institut de l'entreprise. Virginie Calmels, qui est fondatrice de Droite Libre et qui est première adjointe au maire de Bordeaux. Et Michel Combes, qui est donc président d'Altis, président de SFR France. Alors sans tarder, je vais demander à Patrick d'établir le diagnostic et puis je dois vous dire également que ce panel, cette session est retransmise dans 3 salles. Donc n'hésitez pas, si vous êtes coincé à l'extérieur, à aller dans ces 3 salles. Donc Patrick, à toi, dis-nous, est-ce que tu peux avoir une réponse un peu définitive sur ce sujet? Oui. Bien, bonjour à tous. Merci de la question, Anne-Sylvaine. Je vais essayer d'introduire cela en vous disant que quand on travaille sur ce sujet de la prospérité de la France, on est quand même, et vous allez voir tout de suite pourquoi, soumis à une très très forte frustration et peut-être même une très forte incompréhension. Puisque nous avons dans ce pays des avantages tout à fait clairs et dont je vais vous donner quelques exemples et qui devraient normalement conduire à une très grande prospérité. Nous avons aujourd'hui 35% des Français qui ont un diplôme de l'éducation supérieure. Il y a 15 ans, c'était 23. Nous avons, et ça c'est assez mal connu, la proportion la plus élevée de l'OCDE de créateurs d'entreprises rapportés au nombre d'habitants. Il y a 3 fois plus de créateurs d'entreprises par habitant en France qu'aux États-Unis, quelque chose qui est tout à fait impressionnant. Nous avons, je sais pas qui disait ça l'autre jour à l'Assemblée, nous avons des matheux. Nous avons, et ceci aussi est assez mal connu, nous avons un niveau d'inégalité qui est faible et qui n'a pas augmenté, ce qui est extrêmement rare après la crise. Après, bien sûr, après redistribution. Le niveau d'inégalité de revenus en France est le plus faible de l'OCDE et le même exactement qu'il y a 20 ans. Nous avons le taux de pauvreté le plus bas de tous les pays de l'OCDE. Bien entendu, j'entends, Sylvaine, ce qui se passe dans certains territoires difficiles, mais voilà, globalement. Et puis nous avons un système de protection sociale, alors dont on se plaint, qu'on discute, mais qui est quand même assez performant dans la santé, dans la recherche et dans l'éducation d'élite, dans les bonnes universités, dans les grandes écoles. Nous avons 17 entreprises du CAC 40 qui sont leaders mondiaux de leur activité, 17 sur 40, c'est quand même incroyable, quoi, leaders mondiaux. Et ce qui est aussi assez mal connu, la France a le niveau de productivité des salariés parmi les plus élevés de la planète, considérablement plus élevé, par exemple, qu'en Allemagne, on compare toujours la France et l'Allemagne, et presque au niveau des États-Unis. Donc voilà, je pourrais continuer sur le prix de l'énergie, sur les infrastructures. Donc on a un ensemble de ce que les économistes appelleraient d'avantages comparatifs qui est tout à fait impressionnant. Et alors, quand on tourne la page et qu'on regarde le bilan de la performance économique de la France, et on est dans un autre monde. Nous avons
l'industrie qui est devenue la plus maigre, à part celle de la Grèce, de tous les pays de l'OCDE, et qui continue à maigrir. La capacité de production de l'industrie française a baissé de 15% dans les 10 dernières années. Notre commerce extérieur continue à se dégrader, il devient d'ailleurs assez inquiétant. Ce que les économistes appellent le chômage structurel, c'est-à-dire le chômage qui ne dépend pas du cycle économique, mais qui dépend de causes lourdes, comme l'éducation, la fiscalité, etc., est probablement aujourd'hui de 8,5%. J'avais dit dans une conférence à côté d'un patron d'un syndicat que la France était au plein emploi. Il l'a mal pris, mais au sens des économistes, c'est-à-dire au sens où on n'est pas loin du chômage incompressible, ceci est juste. Vous savez que l'OCDE a créé cette formidable catégorie qui s'appelle les NEETs, No Education, No Employment, No Training, que nous avons décidé d'appeler jeunes déscolarisés sans emploi. Nous avons pratiquement 18% de NEETs, ça veut dire qu'on en fabrique 130 000 par an, ce qui est absolument épouvantable. Et nous avons un secteur des nouvelles technologies, malgré tout ce que j'ai dit avant, qui est très petit, en fait, par rapport aux autres pays. On a moins de 3% des emplois dans les nouvelles technologies au sens large, et ceci ne progresse pas, et etc. Je pourrais continuer longtemps. Vous savez que le niveau de gamme de notre production n'est pas formidable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est ceci que nos trois conférenciers devraient essayer de nous dire. Quelles sont les pistes et qu'est-ce qui fait qu'on a cette incroyable opposition entre des avantages comparatifs évidents et forts, et une situation économique et une perception, vous avez vu l'enquête des labs hier, une perception de l'économie qui est très mauvaise. Je crois, et pour ouvrir le débat, je crois simplement qu'il y a des pistes qui sont relativement aujourd'hui reconnues, mais il y a peut-être des choses beaucoup plus subtiles. Les États successifs ou les gouvernements successifs n'ont pas fait de choix stratégiques dans les dépenses publiques, et donc on dépense beaucoup sur tout. Ce qui explique qu'on a des impôts que nous, économistes, appellerions des impôts qui créent des distorsions, avec une pression fiscale, par exemple, sur les entreprises, qui est anormalement élevée par rapport à beaucoup d'autres pays. Donc ceci, évidemment, est dangereux. Nous avons une taxation du revenu du capital qui est extravagante, qui est tout compris de 45%, alors que la moyenne, c'est 25% pour les autres pays de l'OCDE, donc 20 points de plus. Évidemment, ceci est un découragement incroyable de l'investissement ou de la participation au capital des entreprises. Et ce n'est pas en faisant faire à l'État des investissements qu'on réglera ça. Il faut que les entreprises les fassent, donc il faut baisser la taxation du capital. Nous avons un système éducatif dont on sait qu'en dehors de l'élite, il pose beaucoup de problèmes. Les différents travaux d'enquête montrent qu'il y a une dégradation de la moyenne du système éducatif, d'où les NEETs. Et nous avons une modernisation du capital des entreprises. Et ça, c'est un peu un mystère. Quand vous regardez les robots, par exemple, qui est très faible, y compris par rapport à des pays comme l'Espagne, qui pourtant sont à peu près au même niveau de gamme que nous. Et puis, nous avons... Voilà. Et donc, il y a une liste longue de défaillances que nous connaissons. Je crois que le plus grave, ce sont ces deux choses. Une chose qui est une spécificité française, qui est le niveau qui me paraît assez dangereusement bas de compétence de la population active. C'est un point qui est assez peu discuté ou pas assez discuté, qui paraît en contradiction avec ce que je disais avant, qui est que la proportion des Français qui ont des diplômes supérieurs a augmenté. Mais vous savez qu'il y a à l'OCDE une enquête qui est tout à fait intéressante, qui n'est pas PISA, qui s'appelle PIAC. PIAC, c'est le PISA des vieux. On leur pose à peu près les mêmes questions. Et cette enquête est totalement affligeante, puisque la France est à peu près dernière de cette enquête, au milieu de pays qui ne sont évidemment pas du tout du même niveau de développement, et à des années-lumière de l'Allemagne, du Canada, du Japon, etc. Donc on a visiblement un très grand problème de compétence de la population active, et ça pose des problèmes évidemment sur la qualité que nous savons, qui est très faible du système de formation. Et puis la seconde chose qui est inquiétante et qui n'est pas spécifique à la France, on l'a déjà abordé dans ces journées depuis hier, qui est la question de ce qui se passe, ce que nous appelons nous la bipolarisation du marché du travail. Je crois que le malaise de la population va venir de moins en moins du chômage en tant que tel. Le taux de chômage baisse rapidement en réalité. Il vient simplement de la nature des emplois que nous créons. Alors bien sûr, pour nous, économistes ou pour des dirigeants d'entreprise, c'est mieux de créer des emplois que d'avoir du chômage. Mais quand vous créez des emplois peu sophistiqués, dans des services assez basiques, avec des rémunérations faibles, vous ne donnez pas à la population un sentiment de sécurité sur le marché du travail ou d'amélioration réelle du marché du travail. Et je crois que cette question de la nature des créations d'emplois, qui n'est pas ce qu'attend l'opinion, qui n'est pas ce qu'attendent les jeunes qui font des études de plus en plus longues, joue un rôle très important. Juste encore 20 secondes. Quelles sont les pistes? Mais bien sûr, mes trois voisins de gauche doivent nous apporter les pistes. Je crois qu'il faut s'appuyer sur les richesses que j'évoquais.
Par exemple, je ne peux pas dire tout, mais sortir absolument de ce débat débile sur la bonne PME et le méchant grand groupe. Enfin, les PME et les grands groupes doivent travailler ensemble. Et cette idée qu'il faut réserver les aides publiques ou les avantages fiscaux ou la sympathie de l'opinion aux PME, alors que les grands groupes sont absolument effrayantes, est absolument ridicule. Je crois qu'il faut que l'État s'interroge sur sa stratégie de dépenses et définisse la frontière au-delà de laquelle il est moins efficace que le secteur privé. Et donc qu'on ait une recherche extrêmement précise sur l'efficacité relative de l'État et des autres acteurs pour fournir un certain nombre de fonctions. Et sur la bipolarisation, je crois que c'est un problème alors qui nous dépasse tous. Ça fait Trump et le Brexit aussi, la bipolarisation du marché du travail. Je crois que la piste aussi, mais c'est compliqué, mais on peut le faire sans doute, c'est de monter en gamme les emplois de service. C'est-à-dire que l'emploi de service n'est pas condamné à être un serveur de bistrot basique au SMIC. On a une capacité à développer des emplois de service plus sophistiqués, mieux rémunérés, avec des contenus technologiques et des perspectives d'évolution. Et que si on ne fait pas tout ça, évidemment, on gardera cette contradiction entre nos avantages comparatifs formidables et une performance macroéconomique qui est assez pitoyable en réalité. Merci. Merci, Patrick. Je crois que tout est dit, on peut arrêter. Non, je rigole. Antoine Frérot, dites-nous un petit peu ce que vous pensez du fait notamment que les Français, d'après vous, pensent que la France est moins prospère qu'elle ne l'est. C'est votre sentiment. Bonjour à tous et à toutes tout d'abord. Oui, les Français, et c'est ce que Bernard Sananès expliquait d'ailleurs hier, c'est que les Français ont l'impression d'être moins prospères qu'avant. Et on peut ressentir qu'effectivement la France s'est appauvrie. Et moi, je voudrais peut-être aborder les points noirs que Patrick Artus vient de rappeler. Moins d'industrie, un commerce extérieur de plus en plus déficitaire, beaucoup plus de chômage et un stock de décrocheurs qui s'accroît dangereusement dans le temps. Il y a beaucoup de causes à cela. Et je n'aurai pas le temps, avec le monsieur qui a le panneau, d'en traiter toutes les causes. Je voudrais peut-être en aborder une maintenant et peut-être dans la discussion, on en abordera une deuxième parmi les plus importantes. La première cause de cela, me semble-t-il, c'est que les Français n'aiment pas ou n'aiment pas assez les entreprises. Et ils n'aiment pas les entreprises parce qu'ils considèrent que, certes, elles créent de la richesse, mais elles créent de la richesse pour quelques-uns seulement. Ils pensent qu'elles créent de la richesse, allez, pour caricaturer, je dirais, pour les actionnaires et pour les patrons. Ceci n'est pas exact, mais c'est la sensation qu'ils ont. Et donc, je pense que la première chose à faire, c'est de chercher à réconcilier les Français avec les entreprises. Car cette défiance, elle est spécifique à la France. Et quand moi, je voyage dans des autres pays, y compris les pays voisins, il n'y a pas une telle défiance vis-à-vis des entreprises. Pour ce faire, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Quels sont les objectifs d'une entreprise, quelle que soit sa taille? Ces objectifs sont pluriels. Il n'y en a pas qu'un seul. Il n'y a pas que la maximisation du profit ou du résultat économique. Et aucun chef d'entreprise n'a qu'un seul objectif. Ils sont pluriels, ils sont multidimensionnels, ces objectifs, et ils correspondent globalement, en gros, à la satisfaction des intérêts de ce qu'on appelle les parties prenantes de l'entreprise. Il y a bien sûr les actionnaires, mais il y a aussi les salariés, il y a les clients, il y a les fournisseurs, il y a les territoires, il peut même y avoir les générations futures, puisqu'une grande entreprise, par définition, elle a été petite, et si elle est devenue grande, c'est que les prédécesseurs l'ont transmis sans la piller avant. En revenant et en comprenant que les entreprises ont des objectifs multiples, pour le faire partager à la population française, me semble-t-il, il faut revenir sur ce qu'on appelle la performance de l'entreprise. C'est quoi une entreprise qui réussit? C'est quoi une belle performance? Et comme les objectifs sont multiples, la performance, elle est plurielle aussi. Il y a plusieurs indicateurs, et parfois leur satisfaction est contradictoire, puisqu'il faut, parfois, les intérêts des uns s'opposent aux intérêts des autres. Il y a donc nécessité de revenir et d'objectiver les performances plurielles. Il faut choisir, parce qu'on ne peut pas avoir tous les critères de performance, il faut en choisir quelques-uns, les plus importants pour chaque entreprise, et ils sont différents. Ensuite, il faut pouvoir arbitrer, il faut pouvoir mesurer sur ces différents critères et arbitrer lorsque les objectifs ou les critères sont contradictoires ou sont orthogonaux entre eux. Pour ce faire, les différentes parties prenantes de l'entreprise, ceux qui représentent les intérêts que l'entreprise sert et les parties prenantes dont l'entreprise a besoin, car il n'y a entreprise que si des gens qui apportent des choses différentes se mettent ensemble pour faire entreprise. On a besoin, certes, de l'argent et du capital, on a besoin
des commandes et des clients, on a besoin des forces de travail et des salariés, on a besoin des territoires pour s'implanter, des fournisseurs pour fournir, des prêteurs pour prêter, et j'en passe. Il convient donc qu'on objective en pouvant débattre du choix des performances, de l'arbitrage de ces performances, de la récompense des performances ou de la sanction sur ces différents critères. Je pense que l'endroit idoine pour ceci, c'est le lieu de la direction d'entreprise, c'est-à-dire le conseil d'administration, que les parties prenantes les plus clés de l'entreprise, celles qui vont permettre de débattre entre eux et de trouver le compromis, le bon consensus pour choisir le jeu de critères de performance, leur arbitrage, leur pondération les uns par rapport aux autres, leurs sanctions ou leurs récompenses, que ça soit fait au sein des conseils d'administration. Et ce débat peut être objectivé, car chaque Français est à la fois soit salarié, soit consommateur et client, soit fournisseur, soit habitant d'un territoire, parent avec des enfants dont il s'inquiète de l'avenir pour les générations futures. Donc chaque Français est partie prenante de formes différentes, de différentes entreprises. Et je pense qu'il est tout à fait possible de leur faire comprendre ça. Objectiver les objectifs, la performance, les arbitrages, c'est, à mon avis, le bon moyen de réconcilier les Français avec les entreprises. Merci. Merci beaucoup. Michel Combes, vous pensez également que vous pensez que l'esprit d'entreprise, en fait, est la clé de cette prospérité. Donc d'abord bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est toujours un peu difficile juste après le déjeuner, mais bon, je vais m'inscrire un peu dans le prolongement des propos de Patrick et d'Antoine. Je pense qu'on est sans doute tous d'accord pour dire que la France dispose de tous les atouts pour devenir un pays prospère à la pointe de l'innovation. Et donc aujourd'hui, qu'on regarde le mix de grands groupes industriels, de PME, le tissu de PME qui est très important, toute start-up, le véritable goût pour l'entrepreneuriat. Alors c'est toujours quelque chose qui me frappe, c'est qu'on en parle peu, mais le succès par exemple fulgurant du statut d'auto-entrepreneur, en 2016, nous avons pu constater la plus forte hausse de création d'entreprises depuis 6 ans en France, plus 6%. Plus de 550 000 nouvelles entreprises sont nées en 2016. Et donc, ce n'est pas mes propos, mais John Chambers, que tout le monde connaît, le patron de Cisco, parle de la France en disant qu'il a l'impression de voir la Silicon Valley. Ce qui est quand même intéressant, puisque les autres voient chez nous quand même un pays prometteur et un pays d'innovation, et que parfois, on a un peu de doute sur nous-mêmes. Je pourrais prendre aussi le taux d'utilisation ou d'adoption des nouvelles technos, qui est particulièrement élevé en France. Et pourtant, la France n'est pas aussi prospère qu'elle le devrait. Alors, il y a des tas de critères qui ont été indiqués, qui ont été présentés. Mais si j'en prends un dans mon secteur d'activité qui est le digital, les États-Unis comptent plus de 100 entreprises numériques non cotées valorisées à plus de 1 milliard, les fameuses licornes qui sont quand même ce qui est en train de produire la richesse de demain. La Chine en compte 69. Contre seulement 2 en France, de belles réussites, Blablacar et OVH, mais où sont les quelques dizaines d'autres que nous n'avons pas. Donc effectivement, à partir de là, je dirais à partir de ce constat qui est assez partagé, que peut-on faire ? Et je pense que des pistes ont été esquissées à la fois par Patrick et Antoine, mais il me paraît clair qu'il est absolument impératif de donner aux entreprises et aux entrepreneurs la liberté qu'ils attendent de manière à pouvoir rendre le pays prospère. Et aujourd'hui, les entreprises, alors d'abord ne sont pas aimées, mais sont sans doute aussi un peu trop entravées, alors même qu'on sait que les entreprises sont sans doute le carburant, ou en tous les cas ont une forte contribution pour la prospérité de demain. Alors, il faut penser le monde d'une manière nouvelle, alors que nous sommes au cœur de la révolution numérique. Notre pays a besoin d'un véritable changement de logique. Comme le disait Peter Drucker, alors je prends la citation d'un pape du management, le plus grand danger dans les moments de turbulence, ce n'est pas la turbulence, c'est d'agir avec la logique d'hier. Et je trouve que c'est une citation qui est intéressante parce qu'elle montre bien le risque que nous avons si nous ne changeons pas de référentiel et si nous ne modifions pas la façon dont nous fonctionnons, c'est-à-dire en donnant plus de liberté aux entreprises, en sanctionnant les entreprises parce qu'elles ne parviennent pas à créer de la prospérité, mais pas en les sanctionnant parce qu'elles réussissent à en créer, ce qui est quand même un paradoxe, et ce qui est un paradoxe parfois un peu français. Donc je pense qu'il faut passer d'une logique de surréglementation à une logique de responsabilisation. Ça rejoint l'un des points qui a été mentionné par Patrick, redéfinir le périmètre d'action des différents acteurs, que ce soit le périmètre d'action de l'État
et ou le périmètre d'action des entreprises. Il faut passer d'une Europe de la contrainte à une Europe de la puissance et faire de la liberté et de la responsabilité le modèle de l'avenir, les clés de la prospérité. Alors, une fois qu'on a dit ça de manière un peu générique, si je peux prendre deux, trois exemples dans des secteurs qui sont un peu plus proches des miens, donc dans le domaine du digital, puisque c'est à l'évidence un des secteurs qui peut permettre de rendre le pays plus prospère. Alors je sais qu'il y a toujours un débat sur le digital, à la fois un territoire d'opportunité, mais également un territoire de peur ou de crainte, notamment sur la nature des emplois qui seront créés. On y reviendra peut-être dans le débat. Mais ceci dit, il est évident que le digital et notamment les réseaux très haut débit sont l'électricité ou l'énergie du 21e siècle, et que bâtir ces infrastructures nécessite des investissements colossaux qu'il est impératif de libérer. D'ailleurs, le Premier ministre et le Président viennent de s'exprimer très rapidement sur le sujet. Alors là-dessus, moi j'ai des propositions assez simples qui sont de changer ou de modifier de manière assez fondamentale le système actuel, puisqu'aujourd'hui nous avons des opérateurs privés qui sont prêts à déployer ces réseaux digitaux partout en France pour couvrir 100% du territoire dans les 5 ou 6 ans qui viennent, sans demander aucune subvention publique. On est biberonné un peu aux subventions publiques en France. Alors pour vous donner, juste pour décrire un tout petit peu le schéma, aujourd'hui, plus un opérateur d'infrastructure déploie, plus il est taxé, parce que le système actuel repose sur une pression fiscale d'un côté assez forte et un flot de subventions de l'autre côté, qui est un système totalement obsolète et évidemment très dispendieux et qui ne permet pas de répondre aux attentes qui sont les nôtres, c'est-à-dire d'avoir une infrastructure digitale le plus rapidement possible en France. Donc là-dessus, je dis juste, changeons de référentiel, changeons de paramètres, acceptons de changer les modèles qui ont été mis en place au cours des 10 années qui viennent de s'écouler, parce qu'il y avait peut-être une carence de l'initiative privée en la matière, et passons à un système où on re-responsabilise les acteurs du monde de l'entreprise, qui, s'ils sont prêts aujourd'hui à le faire, qu'ils le fassent. Je trouve qu'un groupe comme le nôtre, nous sommes en train de déployer de la fibre optique dans tous les pays du monde. Je vais couvrir à 100% le Portugal, à 100% les États dans lesquels nous intervenons aux États-Unis. Et bien chiche, je suis prêt à le faire en France dans le cadre d'un système un peu différent. Deuxième élément ou deuxième moteur, je dirais, pour retrouver un petit peu cette liberté, l'équilibre ou le traitement équitable entre les différents acteurs ou les différents opérateurs. Non seulement il faut redonner de la liberté aux entreprises, mais ne soyons pas naïfs. Essayons de faire en sorte aussi que les entreprises françaises, les entreprises européennes soient positionnées de manière à peu près équitable, et évitons le système de poids, de mesure. Donc moi j'ai un principe simple: à service égal, ou je dirais à utilité égale, régulation égale et fiscalité égale. Si on s'appliquait ça de manière assez simple en France et en Europe, je pense que ceci permettrait de faire émerger des acteurs beaucoup plus puissants qui seraient non seulement des succès chez nous, mais aussi des succès au-delà de nos frontières. Je pourrais prendre quelques autres exemples, toujours puisqu'on est là pour essayer d'amener quelques pistes. J'ai pas encore le petit truc, hein, donc j'ai encore j'ai encore 1 ou 2 minutes. Ah non, c'est fini, j'avais pas vu le... 1 minute, j'ai encore 1 minute, donc tout va bien. Donc je pourrais prendre quelques autres exemples pour libérer ces initiatives, libérer ces choses. Je prends d'autres domaines qui me sont chers, la data, qui va être la donnée, je dirais, sur les utilisateurs et les clients, qui va être au cœur de cette révolution digitale. Redonnons les moyens aux entreprises de pouvoir utiliser cette data au service de leurs clients ou au service des nouveaux modèles économiques qu'il faut mettre en place. Arrêtons d'interdire. Prendre un dernier exemple, la publicité. Nous sommes le seul pays au monde où nous interdisons. Nous avons réussi cette facétie en France d'interdire de faire de la publicité sur le cinéma, à la télévision. Ce qui est quand même assez intéressant, puisque pour donner envie aux Français d'aller voir un film, c'est quand même mieux de pouvoir leur montrer des images. Eh bien non, nous avons réussi. C'est le 2e secteur publicitaire aux États-Unis. Après, on se demande pourquoi, je dirais, la télé et le cinéma marchent mieux aux États-Unis. Donc voilà, donc ça c'était mon premier thème sur la libéralisation ou liberté. Le deuxième qui était celui de réconcilier les entreprises et les PME et les start-up. Donc là-dessus, j'entends trop l'opposition permanente entre les grands groupes d'un côté qui seraient, je dirais, les mauvaises entreprises qui licencient, qui sont affreuses, qui réduisent l'emploi, et les start-up qui en créent. Mais si on veut demain créer de l'emploi, il faut aussi que les grandes entreprises puissent s'adapter, puissent se transformer et être le fer de lance avec les start-up, puisqu'elles se nourrissent les unes des autres. Mais de grâce, arrêtons d'opposer les uns et les autres. Voilà, merci.
Et enfin, Virginie Calmels, alors en fait, si je dois résumer, lancer votre sujet, vous pensez que l'État est devenu en France un obstacle à la prospérité, c'est ça ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez très bien dit, Anne-Sylvaine, en débutant cette table ronde, il y a deux France, en fait. Quand on dit la France est-elle prospère, je crois que c'est vraiment important de rappeler que, comme vous le soulignez, ça dépend d'où on parle. Et que, pour être vice-présidente de la métropole de Bordeaux et prendre cet exemple, par exemple, c'est clair que la prospérité n'est pas la même à Bordeaux. Aujourd'hui, une métropole extrêmement dynamique qui vient d'être reliée à Paris 2 heures en LGV, qui croît de 10 000 habitants par an, qui est un endroit où il fait bon vivre et où du coup on attire des emplois, on attire des entrepreneurs, on attire une dynamique économique. Et un peu plus loin, l'Interland, et notamment donc ces territoires qui se situent à mi-chemin entre des métropoles ou des villes de moyenne ou grande taille. Et là, on a toute une responsabilité pour éviter justement que ne se creuse cette fracture. Et cette fracture, elle est là, elle est présente, elle est dans les chiffres, elle est plus concrètement dans aussi le manque d'infrastructures. Et je rebondis sur ce que vient de dire Michel Combes à l'instant, c'est que un des outils qui pourrait venir réduire cette fracture, c'est les infrastructures numériques. C'est un sujet majeur d'aménagement du territoire, c'est un sujet qui fait que ça réconcilierait l'esprit entrepreneurial, qui est une force des Français. Vous avez tous les uns et les autres rappelé les chiffres, donc je ne vais pas le refaire, mais on est un pays qui peut être fier de sa jeunesse, fier d'une certaine éducation, fier de son esprit d'entreprise et de créativité, et voir sa prise de risque en étant un des pays qui a le plus d'entrepreneurs. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps, on n'offre pas les mêmes niveaux d'aménagement sur le territoire. Et je pense que le numérique est un sujet clé pour essayer de résoudre cette fracture. On le fait de façon très concrète en tissant des partenariats de ville à ville. Une capitale régionale comme Bordeaux peut contracter avec Libourne, avec Angoulême, c'est des cas très concrets, sur des thématiques très concrètes, justement pour que ça devienne la locomotive d'un territoire et non pas la métropole qui va écraser les territoires avoisinants, mais au contraire qui va drainer de la richesse sur l'ensemble des territoires. C'est bien sûr des sujets de mobilité qui sont majeurs, les infrastructures au sens large, numériques bien évidemment, mais c'est les infrastructures routières, ferroviaires, qui sont l'essence même d'une politique que nous devons mener pour justement permettre une meilleure équité de répartition sur les territoires. Mais je reviendrai à ce qu'a dit Patrick Artus au tout début, sur cette frustration finalement que nous avons tous, voire cette incompréhension. Moi, c'est presque l'origine de mon engagement en politique, c'est qu'après avoir passé 20 ans en entreprise, je me disais comment on peut arriver à 2200 milliards de dettes. Comment est-ce possible? Comment finalement collectivement on a pu arriver à un système qui génère autant de milliards de dettes, qui d'une certaine façon crée de la richesse parce que nous sommes un pays riche, mais en même temps, simultanément, on a une extrême pauvreté. On a 9 millions de pauvres sur le territoire français aujourd'hui. On a un taux de chômage des jeunes à 25%, quand en Allemagne, il est à peine de 7%. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on creuse un peu, on se dit que quand même, une des origines du mal, c'est effectivement, et je rejoins tout à fait ce qu'ont dit mes deux voisins sur le fait qu'on ne valorise pas encore et on n'aime pas encore assez les entreprises, on ne dit pas assez que ce n'est pas l'État qui crée l'emploi. Ce sont les entrepreneurs, ce sont les TPE, les PME, les agriculteurs, c'est eux qui créent l'emploi. L'État, il doit être un facilitateur. Et donc, le vrai sujet, le mal absolu pour moi, c'est cette dépense publique qui est inconsidérée, qui est mal fléchée et qui ne cesse d'augmenter. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à s'attaquer à la dépense publique, non pas, comme on l'entend trop dans les débats politiques caricaturaux, pour avoir moins de policiers ou moins d'infirmières. Personne dans ce pays aujourd'hui ne peut souhaiter avoir moins de policiers et moins d'infirmières. Réduire la dépense publique, être dans l'efficacité de la dépense publique, c'est au contraire flécher l'argent public vers ce en quoi on a le plus besoin. Moi, si je reprends un exemple régional, la région
Nouvelle-Aquitaine, fusion du Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine. On a fusionné un territoire immense. On est la première région de France, 12 départements, 84 000 km², zéro économie. En fait, on crée des monstres où on additionne des personnels et on a 8 000 agents. Est-ce que le commissariat de police du coin n'a pas plus besoin de certaines assistantes, par exemple, que d'avoir additionné 3 services financiers, 3 services de communication, 3 services de ressources humaines dans la plus grande région de France? Donc on voit bien qu'on a un besoin de réallouer des moyens en priorisant nos objectifs. Et de mon point de vue, l'État doit se recentrer sur ce qui est sa réelle mission, c'est-à-dire les fonctions régaliennes de l'État. Il n'y a pas de débat. Et il faut plus de moyens dans la justice, plus de moyens dans la police, dans l'éducation. On a nivelé par le bas, on a des gens extrêmement mal payés. Et on parle toujours, là encore, dans le discours de politique générale, du point d'indice des fonctionnaires. Mais moi, il me semble qu'il vaudrait mieux moins de fonctionnaires, beaucoup mieux payés, avec des vraies perspectives de carrière et d'évolution, que de toujours vouloir faire plus de fonctionnaires qui s'apparentent, il faut bien le dire parfois, à un peu de clientélisme dans certains endroits. Et franchement, ce n'est pas davantage de services publics. Donc on a absolument besoin de s'attaquer à ça. Je pense qu'on a des pistes intéressantes à creuser pour flécher l'argent public beaucoup plus sur l'investissement et beaucoup moins sur le fonctionnement. Nouvelle-Aquitaine, on est à des ratios de 70-30. 70% fonctionnement et seulement 30% d'investissement. Vous vous rendez compte le chemin parcouru dans cette dérive sur ce que sont les dépenses de fonctionnement de grandes collectivités locales. Et l'État... Je suis trop longue. Stop. Oui. L'État ne doit pas tout faire. Et je rejoins Patrick Artus sur le fait qu'il faut aussi redéfinir le périmètre des réelles fonctions de l'État et mieux les gérer, avoir une véritable politique des ressources humaines, ce qui manque cruellement dans la fonction publique. Eh bien, c'est une très bonne... bonne transition. Bonne transition pour en fait rebondir. Je dirais que l'un des... Donc il y a beaucoup de fractures, mais c'est vrai qu'un des problèmes, un facteur très prédominant dans ce sentiment de non-prospérité en France, c'est l'absence de mobilité sociale, ou en tout cas une mobilité beaucoup plus réduite dans la société, Patrick. Ça passe par plus d'investissement de l'État dans certains domaines, l'éducation, et puis redéfinir les périmètres de l'État dans d'autres domaines, c'est ça? Non, mais je crois que Virginie vient de le dire, il faut que l'État fasse des choses stratégiques. Et donc que l'État se retire des choses qu'il fait, disons, moins bien ou de la même manière que le secteur privé, et qu'il se reconcentre sur les choses stratégiques. Un point quand même, pour revenir aussi sur ce qu'a dit Michel, les start-up ne ramèneront pas la France au plein emploi. Donc ceux qui le croient ont gravement tort. Il y a vraiment 2 objectifs, il me semble, de politique économique dans un pays. Il y a un objectif de montée en gamme, de progrès, de technologie, pour que le pays soit moderne. Donc là, il faut les start-up, la coopération grands groupes start-up, etc. Et puis cette espèce d'écosystème de start-up autour des grands groupes que tous les grands groupes sont en train de monter. Et ça ne fera pas le plein emploi. Le chômage, c'est le chômage des mal qualifiés. Ils vont comme difficilement aller travailler dans les nouvelles technologies. Donc il faut des politiques extraordinairement actives qui ne sont pas des politiques d'élite, c'est des politiques sur l'éducation intermédiaire, le retour à l'emploi, un système de formation qui marche. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faudrait pas se laisser griser par cette idée que parce qu'on peut aller à Las Vegas, on vient au plein emploi. Non, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que oui, Antoine Frérot, vous voulez dire juste quelque chose? Oui, et ce qui vient d'être esquissé, c'est, à mon avis, après l'entreprise pour qui la deuxième cause de la baisse de la prospérité de la France. C'est les 150 000, 120 000 à 150 000 jeunes qui sortent chaque année de l'école sans qualification, 20% de chaque classe d'âge. C'est pas nouveau. Ça fait 40 ou 50 ans que ça dure, parce que l'école n'est pas faite pour tout le monde. Aucune école ne serait faite pour tout le monde. Déjà, 80%, c'est pas si mal. Mais les 20% qui sortent sans qualification, avant, ils arrivaient à finir par trouver un emploi dans la porte d'une usine et ils se faisaient embaucher. Aujourd'hui, et depuis 15 ans, ce n'est plus possible. Ces gens-là ne travailleront jamais avec un emploi digne de ce nom si on ne fait rien. Et tous les ans, le stock s'accumule entre 120 000 et 150 000. Il y en a 1,8 million aujourd'hui. Dans 10 ans, il y en aura 1,5 million de plus. C'est une bombe à retardement pour notre pays de voir 4 ou 5 millions de gens qui ne travailleront jamais. Il est donc urgent de faire quelque chose déjà sur le flux avant de s'attaquer au stock. Et sur le flux, on connaît des réponses. Car si l'école n'est pas faite pour tout le monde, il y a des voies alternatives qui marchent bien pour ces 20%-là.
C'est la voie de l'alternance, la voie de l'apprentissage, qui combine des systèmes éducatifs et du travail en entreprise sous forme de stage avec des maîtres de stage. Les autres pays l'ont fait. Je ne parle même pas de l'Allemagne, pour qui c'est dans l'ADN des Allemands. Les Anglais, qui ne sont pas réputés pour leur système de formation professionnelle, ont décidé en 2010 de doubler le nombre de leurs apprentis, de 400 000 à 800 000 en 5 ans. C'était une décision de M. Cameron. En 2015, il y avait 800 000 apprentis. On stagne toujours à moins de 400 000 en France. Ça fait des années que beaucoup de gens réfléchissent sur ce qu'il faut faire. On le sait parfaitement. Et il se trouve que dans le programme de notre président de la République, ces mesures-là ont été presque entièrement reprises. Il faut qu'elles soient mises en œuvre. Et si elles sont mises en œuvre, les entreprises, à leur tour, joueront le jeu. C'est-à-dire qu'elles prendront des apprentis et elles embaucheront par alternance et par apprentissage et assécheront l'accroissement du stock de ces jeunes sans qualification, car ils acquerront une qualification, un diplôme, un passeport pour l'avenir par une voie tierce qui n'est pas la voie de l'école habituelle, qui est sans doute pour eux un peu trop abstraite, et qui veulent travailler. Et on voit bien, pour ceux qui rentrent en apprentissage, le taux de chômage est quasi nul quand ils ont leur diplôme. Merci beaucoup, Antoine. Nous allons demander à Benjamin Baucher, qui est étudiant à Sciences Po et à l'ESSEC, de nous poser la première question. Merci beaucoup. Merci pour ces échanges. Et il m'est difficile d'évoquer bien sûr la France et la prospérité sans aborder un thème que vous avez vous-même décrit. Je parle de ce contexte hors norme dans lequel nous sommes plongés, cette révolution digitale qui, chacun le sait, est déjà source de changements très positifs. C'est ma conviction première, mais aussi d'incertitude et de précarité. En témoigne cette croissance plate, ces startups qui ne font pas de profit, ou encore ces disruptions qui chamboulent certaines formes de salariat traditionnel. Donc ce contexte, parce qu'intense, crée un sentiment de défiance, et cette défiance, je pense, s'accentuera encore si elle laisse celles et ceux qui en sont déjà éloignés de cette révolution, c'est-à-dire les moins aisés, les moins formés, et celles et ceux qui ont un emploi dit substituable ou qui n'ont pas les clés techniques pour entreprendre demain très, très rapidement. Alors ma question pour vous, politique, grand groupe, c'est comment pouvez-vous, à votre échelle, bien sûr, créer un choc de confiance utile et, je pense, attendu en France, et plus largement, comment pouvez-vous faire en sorte que cette révolution soit véritablement ce qu'elle entend être, c'est-à-dire davantage inclusive et bénéfique au plus grand nombre que destructrice et improductive. Merci. Michel, tu peux commencer, c'est sur l'innovation. Alors peut-être rapidement, et puis je laisserai les autres compléter. Je pense qu'il y a quand même un formidable paradoxe autour du digital en France, parce qu'on est sans doute le pays qui a le taux d'adoption des nouveaux services numériques l'un des plus élevés au monde. C'est-à-dire que quand on regarde toutes les nouveautés qui sortent un peu partout, on voit que la France est souvent un pays très en avance dans les courbes d'adoption. Donc ce qui montre qu'il y a une appétence, il y a une envie, il y a un goût, il y a une appropriation, il y a une volonté d'utiliser et de voir comment on peut révolutionner, changer, faire évoluer les choses. Au passage, cette appropriation permet aussi une certaine forme de mobilité, parce que le digital est en train de se répandre à une vitesse vertigineuse et permet à certains qui n'avaient pas forcément les moyens ou la capacité d'innover, d'imaginer, d'entreprendre tout seul, d'avoir un moyen d'accès plus aisé de le faire. Je pense qu'il y a besoin sans doute de mobiliser moins de capital aujourd'hui pour se lancer dans des aventures de ce type. Donc c'est à la fois évidemment une menace sur un certain nombre d'emplois, des emplois d'ailleurs existants aujourd'hui, qui sont remis en cause, qui peuvent être, qu'il va falloir faire évoluer, et donc tout le plaidoyer qui a été fait juste avant moi sur la formation permanente, sur la formation professionnelle, sur l'adaptation, puisque de toute façon ce choc existera, ce choc est à nos portes, donc il ne faut pas le minimiser. Donc on associe d'un côté, mais de l'autre cette appropriation par les générations plus jeunes. Et donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut embrasser ce mouvement, il faut embrasser cette transition, il faut en faire une opportunité. Et on revient sur, est-ce qu'on peut laisser durablement la France en retard, ou l'Europe, par rapport à d'autres grands continents, sur la numérisation de ces infrastructures? La réponse, elle est à l'évidence non. Aujourd'hui, nous sommes très en retard. Le déploiement de la fibre optique, le déploiement des nouveaux réseaux digitaux est très en retard. On peut se raconter des histoires, on peut se dire que tout est fantastique, qu'on a un modèle étatique qui est génial, mais ceci dit, aujourd'hui, nous sommes en retard. Donc moi, ce que je crois, c'est que d'un côté, il faut équiper le pays, et là, ça fait partie des missions
de l'État d'avoir cette vision, de dire qu'à l'horizon de quelques années, il faut que le pays soit à niveau. Après, s'interroger pour savoir si des groupes privés sont capables de prendre cette mission ou s'il faut la confier au public, parce que soit il y a carence d'initiatives privées, soit parce que les acteurs privés ne seraient pas en mesure de le faire. Donc ça, c'est une première chose pour que le pays soit là. 2, libérer l'énergie créatrice. Et 3, intervenir sur cette mobilité sociale ou cette formation, à la fois pour redéployer ou pour reformer ceux qui sont malheureusement sur des compétences qui vont disparaître. Et donc ce qu'on fait tous les jours dans les entreprises, ce qu'on appelle la GPEC, c'est-à-dire comment on essaye d'anticiper sur les métiers de demain pour accompagner nos collaborateurs vers les métiers de demain. Je rêve d'une vraie GPEC aussi à l'échelon national, à l'échelon du pays. C'est-à-dire qu'on sait les métiers qui vont disparaître, on connaît les compétences dont on va avoir besoin. Il faut maintenant s'y mettre et être, je dirais, courageux pour le faire. Donc j'apprécie beaucoup le discours de ma voisine à qui je vais donner le micro, parce que ça, c'est une politique qui veut faire bouger les choses. Voilà. Je vais peut-être prendre une question de la salle, voilà. Elle veut compléter. Ouais, en fait, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, j'aimerais prendre une. Je suis totalement en phase avec Michel. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'on est encore dans des freins qui sont idéologiques, où on explique encore à des classes d'âge qu'il n'y a aucun problème et qui peuvent s'inscrire en fac de sociologie. Et j'ai rien contre les sociologues, mais on sait qu'on en forme beaucoup plus que les besoins. Et à côté de ça, on manque de data scientists, on manque de codeurs, et on sait que ceux qui auront cette formation vont avoir des débouchés immédiats. Et je crois que le mal de notre pays, et c'est quand même l'emploi qui est une des préoccupations majeures, c'est ce fameux matching entre l'offre et la demande. Et je pense que, comme l'a très bien dit Michel Combes, il ne faut pas en avoir peur. Il faut non seulement se dire qu'il faut accompagner le mouvement, mais que c'est une opportunité à une condition. C'est bien sûr de prendre le problème dès la formation et d'offrir au plus grand nombre des formations adaptées à ce qu'on préfigure être les métiers de demain, qui d'ailleurs vont tellement évoluer qu'on ne les connaît pas encore tous, mais au moins qu'on ait cette capacité d'adaptation. Et notre problème, c'est un système très rigidifié au niveau de l'éducation, qui fait qu'on est encore en train de former des générations aux métiers d'hier, voire à des métiers qui ont déjà plus ou moins disparu. Merci beaucoup. Je vais demander à Patrick, on n'a pas le temps, mais j'invite les gens à venir poser leurs questions au panel juste après. Patrick, est-ce que tu peux nous faire une synthèse rapide On n'a pas le temps, malheureusement. Bon, je vais prendre 30 secondes et après, venez nous voir au bistrot, on continuera. Non. Mais finalement, oui, je sais pas, Antoine. Bon, non, mais bon. Il y a une question là. Oui, Donc, monsieur une qui lève le question. doigt, là, Une question. Voilà, une question. C'est monsieur qui a vraiment. Oui. Je suis sociologue et j'ai créé mon entreprise il y a 30 ans. Je l'ai cédé l'année dernière à Bernard Sananès et je m'en porte très bien. Et dans le cadre des rencontres d'Aix, le Cercle des économistes a demandé aux étudiants de dire comment ils voyaient la prospérité demain. Et il m'a été demandé d'analyser les contributions des étudiants. Et ce qui est très frappant, c'est que dans la définition de la prospérité que les étudiants font, il n'y a le mot économique qu'en 4e position. Ils attendent d'abord une prospérité sociale, ensuite une prospérité éducative, en 3e une prospérité écologique et en 4e seulement une prospérité économique. Or, la question qui vous était posée était: la France est-elle prospère? Vous avez répondu, en tout cas 2 principaux parmi les 3 d'entre vous ont répondu: l'entreprise n'est pas aimée. Or, je crois que la réponse n'est pas tant par l'entreprise que par l'élargissement de la vocation de l'entreprise. Ce que les jeunes attendent de l'entreprise, c'est qu'elle soit plus sociale, plus éducative, Monsieur Frérot, vous en avez parlé, qu'elle soit plus écologique. Et à ce moment-là, elle sera peut-être davantage aimée. Comme quoi, on a besoin de sociologues. Je vais répondre, car c'est exactement dans le sens que j'évoquais tout à l'heure. Car les entreprises, effectivement, ne poursuivent pas qu'un but, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elles en poursuivent plusieurs en même temps et en parallèle. Peut-être ne savent-elles pas le montrer, peut-être ne savent-elles pas objectiver ces choix-là. Mais elles le font, et ce que je propose, c'est que cette objectivation soit de plus en plus connue,
publique et qu'elle se fasse au sein des conseils d'administration. Et je prétends que le fait que les Français ne l'aiment pas l'entreprise conduit les pouvoirs publics à ne pas pouvoir l'aider, à ne pas pouvoir réformer le pays, parce qu'une chose qu'on n'aime pas, on s'en occupe pas. Or, chaque fois qu'une entreprise disparaît, tout le monde pleure. Si elle ne servait qu'à quelques-uns, tout le monde ne pleurerait pas. Elle sert donc à d'autres. On n'en a pas suffisamment la sensation. Il est donc urgent, effectivement, comme vous le dites, de rappeler qu'elle a des vocations économiques, sociales, environnementales, culturelles, et que c'est un lieu où on s'épanouit. Et en plus, on va y travailler toute sa vie. Donc il est important de remettre ça en lumière. Merci. Patrick, est-ce que en deux secondes et demie... Dans les moins 2 minutes qui me restent. Non, juste, je crois que l'idée, c'est l'idée d'un deal, finalement. C'est le deal État-entreprise. Donc l'État baisse les impôts stupides, supprime les réglementations stupides, s'occupe des choses pour lesquelles il a besoin d'être stratège, et l'entreprise s'occupe de plus de choses. Elle s'occupe d'investissement, elle s'occupe de formation, elle s'occupe d'éducation des jeunes. Voilà. Je crois que c'est ça le deal. Que l'État allège sa pression et que les entreprises en fassent plus et contribuent plus au progrès de la société. Je crois que voilà. Très bien, merci beaucoup.